Chers téléspectateurs, bienvenue dans Interrogeons-nous pour discuter ce matin de l'avenir des valeurs. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Merci infiniment professeur Mouchili d'avoir répondu à l'invitation de Wafrica TV. Un constat assez simple, c'est que nous sommes tous rentrés dans le monde du numérique. Nous embrassons de nouvelles valeurs qui sont des valeurs distanciées, des valeurs solipsistes, des valeurs personnelles, alors que toute notre ethos social passé reposait sur le contact que nous avions avec l'autre. Et parce que nous étions en contact, nous avons mis en place des morales sociales, nous avons mis en place un cadre dans lequel on définissait un certain type de valeurs. Donc quand nous posons ce matin, aujourd'hui, l'interrogation sur l'avenir des valeurs, c'est parce que nous voulons nous interroger en fait pour savoir si ces valeurs ont encore un sens, si ces valeurs ne sont pas dépassées, si on ne peut pas les réadapter dans le nouveau contexte qui est le nôtre, parce que, qu'on le veuille ou non, le monde a changé. Qu'est-ce qu'une valeur, professeur Mouchili? Parler des valeurs dans notre société, c'est peut-être c'est l'ensemble des principes qui pourraient régir le vivre ensemble. Pas un vivre ensemble permanent, mais régir le vivre ensemble en fonction des circonstances historiques. En fonction de parce que là, nous nous interrogeons généralement sur les valeurs parce que nous voulons qu'elles soient statiques, qu'elles ne se modifient pas, que la société reste le plus encline au vivre ensemble, non pas déterminé par la cybersocialité, comme on l'a vu lors d'une autre émission, mais déterminé fondamentalement par le sens de la sociabilité qui nous oblige à être nécessairement en contact avec l'autre pour ressentir chaleureusement la société. Il faut déjà dire que l'avenir des valeurs, c'est le changement permanent du mode de perception de la sociabilité. Parce que les sociétés se reconfigurent tout le temps en fonction des avancées de la technologie et de l'ensemble de la connaissance. La première perception de la société, c'est à partir du nombre même de la société, c'est-à-dire la famille. Et ici, la famille est perçue comme un ensemble de personnes déterminées par le lien de sang. Or, aujourd'hui, le contact avec autrui n'est pas nécessairement déterminé par le lien de sang. Le contact avec autrui est davantage déterminé par l'intérêt qui nous unit. L'intérêt qui nous unit et qui fait que nous soyons nécessairement ensemble pour réaliser l'objectif de cet intérêt pour notre profit à nous deux, ou bien ensemble. Il n'est donc pas question de penser des valeurs qui pourraient se justifier à partir d'une base de morale fixiste, un peu comme le tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais nos valeurs doivent être désormais circonstanciées. Et c'est pour ça que qu'on parle davantage d'éthique. Quelle est l'éthique du vivre ensemble que nous voulons pour nos sociétés? Nous sommes dans des sociétés qui se rencontrent, échangent. Et parfois, dans ces échanges, la notion même de famille se reconfigure. Voyez-vous? Et lorsqu'on parle de valeurs, il faut savoir que à chaque nouveau développement, à chaque nouveau niveau de développement, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a reconfiguration dans la perception même de la valeur, dans la relation entre autrui et moi. On ne va donc pas penser des valeurs
qui se sacralisent et nous exigent de les respecter en tout temps malgré les changements. Il faut déjà dire que c'est l'homme qui est auteur des valeurs. Et quand il crée et transforme la société, il s'attend à ce que ces valeurs soient dynamiques et que certaines valeurs même deviennent désuètes au profit de nouvelles valeurs. Alors, la valeur est donc dans le rationnellement ou bien l'humainement acceptable et supportable. Et tout ce qui concourt non pas au déchirement ou alors à la perdition de la société peut être considéré comme valeur. Ceci en fonction des circonstances et des époques. Voyez-vous, tout ce qui concourt à la sociabilité peut être, ou bien doit être considéré comme valeur. Oui, oui. Pas qu'il faudrait des références inamovibles qui devraient me fixer moi dans la tête que je suis Bamoun par nature et par conséquent, à côté de vous autres, je serai toujours différent parce qu'il faudrait que j'exprime le fait que non. Nous sommes dans une société où nous ne sommes même plus seulement des citoyens d'un seul pays, mais nous sommes des cosmo-citoyens. Donc il y a un espace public que nous vivons qui nous amène à altérer nos individualités, nos subjectivités, nos préjugés, pour comprendre l'autre tout simplement comme un humain, mais pas à travers une identité qui va le différencier de vous. Non, non. Là, on sait qu'on s'adresse à un humain. Et il y a des valeurs humaines qui sont universellement partageables. Et c'est sur ces valeurs qu'on va axer la vie des sociétés contemporaines. Oui, oui. Prof, du coup, on peut penser que la valeur sociale est au service de la relation sociale. Oui, c'est le principe déterminant même de la relation sociale. Voyez-vous, c'est le principe déterminant. Parce que on ne va pas vers autrui si on n'est pas sûr qu'il va nous accueillir. Oui. Mais quand nous sommes dans une société civilisée, ça va de soi qu'autrui sache que nous sommes là. Voyez, et que autrui accepte de partager avec moi. Voyez-vous. Oui. Donc, c'est un processus social qui est artificiellement façonné. L'homme n'est pas déterminé par nature à vivre pour l'autre. La générosité est un processus qui s'acquiert pendant le cours de l'histoire en société. Voyez-vous? Donc il n'y a pas de personnes déterminées à être généreux par nature. Oui, oui. C'est la rencontre qui stimule la générosité. Oui, oui. Peut-être parce que par cette générosité-là, je veux, comme le veut le principe moral, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, du coup, un des principes kantiens agit toujours de telle sorte que la maxime de ton nation puisse être érigée en règle universelle. Oui, oui. Ça veut dire que même Kant en son temps a su que l'homme pourrait vivre pour l'autre et que la société ne fait que de ce fait que dans la culture en nous-mêmes de la sociabilité. Prof, est-ce qu'on peut envisager véritablement qu'il y a un consensus sur les valeurs, où les valeurs sont dictées par ceux qui découvrent en premier soit un nouveau monde, soit une nouvelle manière d'envisager la relation? Il ne peut pas y avoir consensus sur les valeurs. De par notre différence, de par notre diversité et de par notre ondoyance. L'homme est ondoyant et divers, nous dit Montaigne, parce que chacun change. Il est ondoyant. Divers parce que personne n'est égal à l'autre, ou alors personne n'est comme l'autre exactement. Ça signifie donc que c'est cette différence qu'il faut accepter et tolérer qui crée même le mobile, c'est-à-dire le moteur de la dynamique des sociétés. Voyez-vous? Et cette différence nous amène à nous interroger sur la qualité même des valeurs que nous voulons nous imposer parce que nous voulons former une société. Alors, comment penser une valeur qui s'accepte malgré les différences? C'est une interrogation qui reste permanente. Oui. Parce qu'il n'y en aura pas. Voyez-vous? Donc ça veut dire que les valeurs sont appelées
à ne faire que changer. Voyez-vous? C'est-à-dire, quel est le principe nous permettant de fixer le vivre ensemble sur des bases indubitables? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'aucun principe ne mettra en accord toutes les subjectivités. Oui. Et pour cela, comment faire pour trouver des valeurs mettant tout le monde au même pied d'égalité et que tout le monde étant au même pied d'égalité, que cela s'accepte par tous? À partir du moment où il n'y en a pas, on sera toujours à la recherche d'un idéal de valeurs pouvant satisfaire les différences. Mais puisque on n'arrivera jamais à un moment où l'humanité dans sa diversité accepte les mêmes valeurs en tout lieu, en toutes circonstances, les valeurs sont toujours à construire. Prof, si on considère que, et c'est le prétexte de notre discussion, si on considère que le numérique est rentré en jeu et qu'il s'impose à nous, est-ce que nos valeurs d'antan qui ont été construites sur le vivre ensemble, sur la sociabilité, sur la rencontre, avec tous les principes qui l'accompagnent, est-ce que ces valeurs ne doivent pas être réinterrogées aujourd'hui? Elles le sont déjà. Et elles ont déjà pris sur elles de s'ouvrir à de nouvelles données. Puisque on ne peut pas débattre s'il faut entrer dans le numérique ou pas. Nous sommes entrés dans le numérique. Et maintenant, ces valeurs sont-elles devenues désuètes ou faut-il tout simplement élargir le sens de la compréhension de ces valeurs? Nous sommes nécessairement en train de voir que au fur et à mesure qu'avance la technologie, la société se restructure et les nouveaux déterminants des positions sociales s'inventent. Les valeurs anciennes éclatent. On intègre à l'intérieur de la société de nouvelles façons de voir cette société, de nouvelles façons de traiter des relations humaines et de nouvelles façons de vivre la relation avec autrui. C'est-à-dire, ce qu'on veut préserver, ce n'est que ce principe d'altérité. Mais il ne s'agira pas d'une forme d'altérité fondée sur des valeurs fixes. Non. Les valeurs doivent changer en fonction des avancées sociales, en fonction des nouvelles exigences de l'homme. Si ces exigences sont telles que on peut avoir une ambition et réaliser cette ambition, il n'y a pas de raison que des valeurs soient fixes. Voyez-vous, les valeurs sont appelées à changer. Parce que l'homme lui-même n'est pas, l'homme d'aujourd'hui n'est pas l'homme du Néandertal. Il n'est pas l'homo tout simplement erectus. Il est aujourd'hui un être qui sait, et qui, sachant qu'il sait, c'est qu'il peut articuler le savoir au savoir-faire et le savoir-faire au savoir-être. Par conséquent, comme le savoir est en permanence en construction, en renouvellement, alors il n'est pas possible de penser des valeurs stables sur lesquelles on doit se référer pour penser notre africanité, pour penser notre européanité ou bien pour penser notre américanité. Non, nous avons l'impression que l'ensemble du monde tend à adopter les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de communiquer. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont venues transcender les autres, qui sont venues dépasser les autres valeurs, qui ont rendu caduques ou désuets d'autres valeurs. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment doit-on penser le vivre ensemble? Mais même quand on veut penser le vivre ensemble au Cameroun, on ne va pas penser le vivre ensemble au Cameroun comme si seuls les Camerounais vivraient à partir de ces principes de vivre ensemble. Nous sommes tous des États désormais ouverts à d'autres personnes, à d'autres peuples. Et ce brassage culturel à l'échelle mondiale exige que les valeurs même s'hybrident et qu'on ait un autre éventail de valeurs pouvant être acceptées par tous à travers le monde. Voyez-vous, il n'y a plus de valeurs qui vont faire de moi strictement américain et vous strictement camerounais. Non, il n'y a que la dynamique des relations au sein des peuples
crée l'agrandissement de l'échelle de perception même de la famille, du peuple. Voyez-vous, aujourd'hui, on peut, au nom du système de relations internationales, ne plus absolument seulement appartenir à son pays. Voyez-vous, ça veut dire que les valeurs, par exemple, qui fondent le vivre ensemble, s'ouvrent, s'élargissent, et on admet que nos valeurs en tant que Camerounais ne sont pas seulement des valeurs pour les Camerounais. Et les valeurs du français ne sont pas des valeurs seulement pour les Français. Et quand tout le monde réussit à penser comme ça, on a des valeurs à l'échelle planétaire. Et ces valeurs qui transcendent nos particularités. C'est ça le rendez-vous du monde de recevoir dont parle Senghor. Mais seulement, nous avons l'impression que les valeurs, en fonction des différences entre les peuples, sont entrées en compétition. Et dans cette logique concurrentielle, certaines valeurs avalent les autres parce que les peuples faibles économiquement se sentent engloutis ou phagocytés par les peuples les plus forts. Et vous voyez, ça peut entraîner ce que ça a entraîné en Afghanistan, où on pense que American Way of Life doit être imposé à tout le monde entier. Mais on oublie que le plus fort n'est jamais assez fort pour être à l'abri de la ruse du plus malingre. Oui. S'il faut se référer à Hobbes, l'Afghanistan a réussi à ne pas adopter American Way of Life. Ils se pensent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, comme ils réfléchissent. Et là, ça permet de maintenir au moins la logique des différences entre les peuples. S'il n'y a plus de différence, il y aura plafonnement des intelligences et possiblement arrêt du progrès dans la civilisation. Or, cette différence est à cultiver et à maintenir, à promouvoir et même à encourager. Pourquoi? Parce que c'est dans la différence de l'autre que je reconnais le déficit que comporte mon aire de vie ou bien mon intelligence. Et par rapport à l'autre, je peux avoir une référence pour me refaire la vie autrement, ou alors pour penser ma culture autrement, pour m'inventer comme quelqu'un aussi qui peut aller au-dessus des autres. Mais, c'est-à-dire, la dynamique même des valeurs est symbolisée par les échanges que nous connaissons aujourd'hui entre les peuples. Sauf que cette dynamique est biaisée parce que on a référé le monde à la logique seulement économique, comme si les rapports entre les hommes consistaient seulement en l'échange de biens et de services. Or, il y a la perception de la sociabilité entre les hommes, ça peut aussi se faire. Ça peut aussi se faire. Oui, oui. Prof, il se trouve que nous n'ayons pas le même niveau d'information. Oui. C'est-à-dire que les sociétés, même si on ne prenait que la société camerounaise, Oui. il y a des universitaires qui peuvent être au courant du fait que les valeurs changent. Ils peuvent être conscients de ça. Il y a nos parents au village qui continuent de rester sur leur perception statique des valeurs. Premier niveau de conflit. C'est-à-dire qu'il y aura cet arbitrage à faire entre les générations. Ça, c'est le premier niveau de conflit. Deuxième niveau de conflit, ce serait peut-être que nos pays en Afrique qui ne transforment pas, qui ne fabriquent pas de nouveaux outils, aient l'impression de subir les valeurs que génère la fabrication des technologies de haut niveau à un certain endroit dans le monde. On appelle généralement l'Occident. Donc, deuxième niveau de conflit. Comment est-ce qu'on gère tout ça? De toutes les façons, des valeurs qui ne nous ont pas permis d'éviter l'esclavage, la colonisation, moi je pense qu'il faut les interroger. Il faut même quelquefois les remettre en question. On fabrique des valeurs pour être fort et pour imposer sa différence à l'autre. À partir du moment où ces valeurs ne nous y mènent pas, il faut se demander s'il ne s'agit pas d'aller embrasser les valeurs qu'on nous vante comme les seuls principes universels du vivre ensemble. Non. À ce niveau, je dirais qu'il y a deux façons de se perdre. Je vais reprendre ce que Aimé Césaire dit déjà.
Première façon de se perdre, c'est de se murer dans le particulier et croire que s'enfermer dans ses valeurs propres pourrait faire que nous soyons plus heureux. Deuxième façon de se perdre, c'est de se diluer dans l'universel. C'est Aimé Césaire qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça signifie que, en tout état de cause, l'homme doit préserver le principe de la différence. Parce qu'il n'y a que la saisie de la diversité qui peut permettre donc la saisie et la conservation de la diversité. Ce n'est que ça qui peut permettre à la société d'être toujours dynamique. Voyez-vous? Parce que ceux qui ont le plus développé les technologies et qui sont entrés dans une logique d'autolatrie par rapport à leurs valeurs. Bon, mais même pas. Parce que la valeur marchande, telle qu'elle est instituée, et qui fait que l'homme ne soit qu'un agent économique, n'est pas la valeur d'un peuple, n'est-ce pas? C'est juste que ça peut permettre à un peuple de gérer de façon civilisée le penchant égoïste qui détermine chaque homme par nature. On ne peut pas dire que l'égoïsme qui crée, ou l'égocentrisme qui gouverne la logique économique marchande serait la valeur des Occidentaux. Moi, je ne pense pas. Personne ne peut consciemment vouloir demeurer dans une sorte d'égoïsme. C'est même pour ça que, même pour faire comprendre à d'autres qu'on est encore là pour eux, il y a des systèmes humanitaires. Quand vous voyez Médecins sans frontières, c'est pour montrer que les hommes s'entendent encore, oui, et qu'il pourrait y avoir des gens qui prennent en charge d'autres personnes sans tenir compte des frontières entre les États. Oui, oui. Bon, c'est ça par exemple. C'est-à-dire, on veut toujours qu'il y ait un indicateur. Mais seulement, dans le même cadre médical, il existe des médicaments spécifiques et des médicaments génériques. Le générique, c'est pour les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, le malade n'est plus nécessairement un patient, mais c'est un client. Quand le malade n'est plus patient, il est plutôt un client. Ça signifie qu'il ne va mériter que ce qu'il peut acheter. Voyez-vous? Oui. Parce que dans la logique de consommation, les faibles, les pauvres sont appelés à disparaître. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit là d'une valeur. C'est une contre-valeur qui est en train de gouverner le système mondial. Parce que déjà, ces contre-valeurs sont fondées en quoi? Au refus des États de continuer à être des instances régulatrices des relations commerciales. Elles sont restées dans des logiques de démocratie libérale où l'État n'a su que des fonctions régaliennes, c'est-à-dire le transport, la sécurité, l'éducation, et abandonne les autres secteurs parce que ces États eux-mêmes se disent désormais agents économiques. Seule la loi de l'offre et de la demande va créer le système de relations entre les hommes. C'est-à-dire, ça veut dire que si vous pouvez consommer, vous êtes admis au sein de la société civilisée. Si vous ne pouvez pas consommer, alors vous n'êtes pas totalement pris en compte. Ça veut dire qu'on peut faire de vous tout simplement du bétail humain et vous exploiter pour que le capital croisse davantage. Parce que nous travaillons beaucoup plus pour le capital. Ce n'est pas le capital qui travaille pour l'épanouissement de l'homme. On est entré dans une logique de société où la valeur, c'est que nous travaillons pour augmenter le capital et non l'inverse. Voyez-vous? Bon, vous pensez que cette façon de faire peut être considérée comme valeur ou la relation entre vous et moi ne consiste qu'en l'échange de biens et de services et que la sociabilité, c'est-à-dire quand j'entends par sociabilité, la sympathie, l'amour, la compassion, tout ce que vous pouvez imaginer, et le penchant que je dois développer pour que l'autre ne souffre jamais à cause de moi ou à côté de moi. Voyez-vous, ce n'est pas ça notre société contemporaine. Prof, je pose la question pour que vous poussiez justement dans la logique. Oui. Est-ce que de nouvelles inventions
devraient modifier la sociabilité. Les nouvelles inventions ne modifient pas la sociabilité, mais renforcent la sociabilité. Oui. Seulement, l'usage qu'on en fait et l'orientation qu'on fait, qu'on donne au système industriel, tout ça n'est pas de nature à créer une société où les hommes sont davantage ensemble. On crée en vous la logique de concurrence. On crée en vous l'existence. Votre mentalité pense l'existence de nouveaux dieux. Parce que à partir du moment où je possède et que vous ne possédez pas, je commande dans votre existence et je fais de votre existence une existence aliénée par moi et commandée par moi. Voyez-vous? Donc, voilà donc ce qu'on appelle valeur aujourd'hui. Or, c'est une contre-valeur. Voyez-vous? Bon, maintenant, comment faire en sorte que dans notre société à l'échelle mondiale, les hommes se perçoivent tous comme des membres d'une même société? Et le premier impact, si on arrivait à le faire, ce serait la diminution progressive du terrorisme, par exemple. Ce n'est pas pour justifier le terrorisme. C'est pour dire que une communauté qui se sent frustrée peut voir à l'intérieur d'elle surgir des modes de revendication qui peuvent être inhumainement exprimés, mais qui satisfont peut-être la conscience de ceux qui entreprennent d'agir de cette façon-là. Voyez-vous? Bon. Autre chose, c'est que quand en société, on érige des contre-valeurs en valeurs, par exemple, la logique du néolibéralisme, où l'homme a perdu la patience d'être au profit de l'impatience d'avoir, et où lorsque on croit qu'on est plus que celui qui n'a pas. Moi, à ce niveau, je peux vous renvoyer. Bon, il ne s'agit pas de vous demander d'aller lire. C'est juste que ça s'exprime mieux dans le livre de Paul Gilbert, intitulé La patience d'être. La patience d'être. Est-ce qu'on a encore la patience d'être? Est-ce qu'on n'est pas tous emportés par le tourbillon de l'impatience d'avoir? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'impatience d'avoir a pris le pas sur la patience d'être? Au point où on commence à croire que celui qui n'a pas est moins que celui qui a. Ouais? Ça, c'est donner sens à la vie. Ça, c'est des questions qui sont fondamentalement métaphysiques et qui pourraient nous permettre de nous réinterroger dans la perception que nous avons de nous-mêmes, de l'autre, de la société. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par altérité? C'est-à-dire le fait que ma conscience me dise en tout temps que ma vie se fait au profit de moi-même et aussi nécessairement au profit de l'autre. Un être qui vit et qui fait vivre. Est-ce que nous sommes dans cette logique? Nous sommes dans la logique de vie. Ne peut vivre que celui qui a. Parce qu'il peut consommer. Et on vous aliène à cette logique de consommation à travers la publicité. La publicité va vous faire comprendre que si vous ne consommez pas, alors vous êtes en dehors de la plaque, vous êtes à côté de la société, vous êtes au banc de la société. Il faut consommer et selon que les modèles changent pour qu'on sache que vous êtes véritablement un homme. On va même jusqu'à penser la possibilité d'introduire des puces en l'homme qui pourraient faire que les consciences soient interconnectées. Comme si on avait disposé quelque part à travers le monde une unité centrale qui enregistre nos besoins et fait que le scientifique qui invente soit au courant de ce dont nous avons besoin pour fabriquer. Oui. Voyez-vous? Donc, nous serons des consommateurs. C'est-à-dire, on ne nous donne pas la liberté de changer de pôle de fabrication des choses de la technologie. On fait que le monde soit déjà un train dont le wagon principal est occupé par
des personnes qui pensent le monde. Et il y a un wagon, le wagon du fond, où on met en vrac les consommateurs, les moins consommateurs et les non consommateurs. C'est-à-dire, en fonction de sa capacité d'acheter, on occupe un wagon qui correspond à notre position sociale. Jusqu'au wagon où il y aura un bétail humain destiné à l'utilisation servile. Oui, oui. Prof, tout à l'heure, quand je décrivais les deux conflits, les deux niveaux de conflit, entre le conflit intergénérationnel et le conflit sur le plan universel, qui est entre ceux qui fabriquent et ceux qui ne fabriquent pas, je voulais que vous, et je souhaite maintenant que vous évoquiez, est-ce qu'il n'y a pas des gens, des franges de la population mondiale qui subissent les valeurs? C'est de ça qu'on parlait. Oui. Et subir la valeur, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre à partir du moment où Parce que en Afrique, par exemple, vous savez comme moi, qu'il y a une certaine couche de la population qui pense que le mal, c'est-à-dire ils considèrent déjà ces valeurs-là comme un mal en raison de leur non-cohabitation avec les traditions ou bien avec les églises, avec tout ce qu'on peut citer dans ce sens-là. Et du coup, on a l'impression qu'il y a ce conflit-là qui réside entre le monde, disons, technologique et le monde voilà, qui attend encore, qui n'a pas encore atteint ce niveau. Déjà, il faut savoir que moi, je prendrais, c'est vrai que les Africains ne le portent pas toujours dans leur cœur, une formule de l'ancien président Mobutu, de l'ex-Zaïre, qui aux Nations Unies disait: il ne peut pas penser qu'il y a le développement dans les pays où il y a le plus grand nombre de suicides. Parce que le développement est davantage humain. Lui préfère parler en termes de pays équipés et pays sous-équipés. Oui. Parce que quand on parle, selon lui, quand on parle de développement, et moi j'adhère à cette logique, quand on parle de développement, ça veut dire que même le peuple a atteint un niveau d'humanité tel que ce peuple ne peut pas voir un autre peuple périr ou bien souffrir et ne pas agir. Voyez-vous? Bon, parce que développement, c'est le mot qui sied le plus. Mais quand on regarde la vie des hommes dans ces pays développés, on a l'impression qu'il y a plus d'infrastructures développées que de superstructures développées. J'entends par superstructure ce développement à l'échelle de l'intelligence où on met à contribution la morale du vivre ensemble, l'éthique du vivre ensemble. Voyez-vous? Bon, si maintenant on pense que, si on parle de la réflexion du président Mobutu, je pense à un discours qu'il a tenu aux Nations Unies en 1973. Si on parle de la représentation qu'il a de la notion de développement, il faudrait moins voir les pays équipés comme des pays développés. Et penser que peut-être nous qui n'avons pas le plus grand nombre de personnes qui se suicident avons encore la capacité de n'être pas distraits par les gadgets. Et par conséquent, si on n'est pas encore distrait par les gadgets, on a tout le temps de penser nos gadgets et de les fabriquer. Ça veut dire que il faudrait en flagrant comprendre le discours du président Mobutu comme le discours d'un chef d'État voulant indiquer aux Nations Unies et à tout le monde que ne croyez pas comme vous êtes équipés, nous ne pouvons pas l'être. Nous avons encore une humanité qui se pense comme ne devant pas souffrir, mais devant quitter le seuil de pauvreté dans lequel ils vivent en ce moment pour penser autrement leur futur. Donc, si vous avez à nous aider, aidez-nous nécessairement, parce qu'il arrivera un moment où vous serez obligés de vous tourner vers nous. Voyez-vous? Et vous avez parlé de conflits. Mais je préfère qu'on remplace le concept de conflit par celui de concurrence. Oui. Parce que quand vous parlez de conflit, ça veut dire que ce sont des ennemis qui se regardent en chaîne de faïence. Mais ce qu'on doit dire, c'est que
il faut retirer de sa mentalité, il faut cesser de croire que le monde technologique est la culture occidentale. Non. La technologie est le patrimoine commun de l'humanité. Parce que chaque cerveau y a accès. Il participe aussi. Oui, oui. Oui. Et ceux qui développent la France ne sont pas seulement des Français d'origine. Ceux qui développent, tous les pays développés ne se sont pas seulement servis de leurs concitoyens. Mais il faut savoir que le fait que nous développions notre curiosité, que nous nourrissions nos ambitions de façon à vouloir les transformer en projets à réaliser, nous oblige à ne pas être seulement connectés à ce qui nous est offert par autrui. Mais il faut penser déjà s'imposer comme capable de faire et de distribuer. Mais comment cela se fait? Cela engage aussi la volonté politique qui organise le système éducationnel à l'intérieur de son territoire et pense le modèle d'homme pour un pays en fonction de la ligne tracée pour le développement de ce pays. Si tout le monde est capable de penser ainsi, alors la technologie n'est pas une affaire d'occidentaux. La technologie est affaire de tous, sauf que il y a des pays qui n'y vont pas au même rythme que les autres. Il y a des pays qui sont tout simplement attentistes. Et je vous dis que même à l'intérieur de ces pays les plus développés, il existe des cerveaux paresseux. Mais il ne faudrait pas que chez nous, on laisse les cerveaux attentistes dominer l'espace politique au point que le rôle de développement que jouent en premier lieu tous les systèmes gouvernants soit atténué par cette logique d'attentisme. Il faut que nous pensions notre société comme devant se développer. Voyez-vous, à tout prix. Il faut se développer, mais comment faut-il s'y faire? Il faut penser un système éducatif qui élève le niveau de compréhension des choses au niveau même de cette perception de développement. Oui, oui. Prof, est-ce qu'on peut penser qu'il existe des valeurs substantielles, fondamentales, qui seraient permanentes à l'humanité, comme la sociabilité par exemple, et qui auraient des valeurs circonstancielles qui dériveraient de l'innovation technologique ou bien du nouvel homme qui serait fabriqué au cours de l'histoire? Disons que par nature, l'homme est déterminé par l'instinct de survie. Ça veut dire que s'il fallait parler d'un état de nature de l'homme, c'est que l'homme est d'abord un animal. Mais qui réussit à se polisser ou bien à se civiliser. Et dans ce processus de civilisation, il invente à partir de la possibilité d'éteindre la seule fonctionnalité de l'instinct de survie au profit de l'intelligence. Il invente des valeurs qui font de lui désormais un homme. Donc, l'homme crée des artifices pour devenir un être de société. Regardez comment se développe un enfant, même dans votre propre foyer. Il ne naît pas avec les capacités de sociabilité, non. C'est l'éducation dès le premier moment de la vie qui contribue à structurer en lui un principe de sociabilité. Voyez-vous? Donc, l'homme se fabrique socialement. Lucien Malson le dit si bien, en montant à partir des enfants sauvages ce qu'il pense de l'humanité en l'homme. Ce n'est pas une donnée préalable à l'humanité. Non. C'est un façonnement de soi au cours de l'histoire qui fabrique en nous l'humanité. Oui, oui. Et cette humanité qui se vit à partir aujourd'hui des idéologies qu'ils veulent façonner la logique de perception du monde, il y a désormais dans cette façon
de célébrer les idéologies, cette logique concurrentielle qui caractérise ces idéologies et qui fait que l'homme sait bien que quelqu'un comme Adam Smith a pensé un système de vie ensemble, d'échanges économiques qui pourrait permettre à chacun de vivre une sorte de justice sociale. Mais nous choisissons, au nom de la logique concurrentielle, qui est la transformation de l'instinct de survie, qui est d'abord l'instinct de refus de l'autre, en un instinct d'égocentrisme, transformation en un instinct d'égocentrisme, et on en fait des valeurs. Et c'est tellement célébré que chacun entre dans cette logique et chacun voudrait faire seul et être au-dessus de tous en leur imposant sa subjectivité, parfois comme des valeurs. Voyez-vous? Bon, mais ce qu'il faut faire, c'est que la science n'a pas seulement les moyens de construire un monde qui célèbre l'égocentrisme. La science est la recherche des possibles. Et entre autres possibilités, le monde actuel que nous vivons. Mais seulement, il faut savoir, quand on veut se développer, que la science est élitiste et fait de notre éducation un système qui fabrique les élites. Les élites qui vont construire l'État et sortir l'État du sous-développement. Prof, dernière question, vraiment une question que je considère comme assez naïve. Est-ce que la science, est-ce que les valeurs sociales doivent s'adapter à la science, au progrès de la science, ou alors les progrès de la science doivent tenir compte des valeurs sociales? Tout progrès scientifique a une incidence sur la société. Et comme la science, parce que la science d'abord, Max Weber nous le dit clairement, la science n'est jamais socialement neutre. Ceci depuis le début de la science moderne. Je lisais un auteur, Schrödinger. Il dit, pourquoi on n'arrive pas à donner avec exactitude la signification des choses vers lesquelles nos recherches nous orientent? Parce que ces choses aussi ont des constituants qui ressemblent à nos constituants. Et lorsqu'on est en contact avec l'objet qu'on veut comprendre, on a l'impression que c'est deux subjectivités qui se rencontrent. Et comme dans ma subjectivité, vous ne pouvez pas tout puiser parce qu'il y a des choses que je cache, Oui. et réciproquement, on ne connaîtra que des aspects de ce qu'on cherche. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Quand on sait déjà le principe d'évolution de la science, ce qui fonde la méthode scientifique, et qu'on sait que la science est essentiellement expérimentale parce qu'il n'existe pas de théorie vraie si l'expérimentation ne justifie pas cette véracité. Voyez-vous? À partir de là, on est obligé de comprendre que chaque fois qu'on va vers la science, il faut s'attendre que l'incidence, parce que la science modifie même l'environnement. Voyez-vous? Oui. La science, parce qu'on ne va plus se regrouper dans la société en fonction des terres fertiles et des terres non fertiles. Là où on est, on peut fertiliser un sol à partir d'un mécanisme scientifique. Voyez-vous? Bon, mais ça va aussi amener les hommes à comprendre comment il faut s'installer désormais. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit construire sur des terres arables? Est-ce qu'on doit construire sur des terres non arables? Quel est le principe d'urbanisation qu'on doit adopter selon que la science est capable de faire que l'endroit qui n'était pas cultivable le devienne? Voyez-vous? Ça veut dire que les progrès de la science entraînent aussi le progrès ou bien des changements sociaux. Des valeurs. Oui, et même des valeurs. Oui. Voyez-vous? Il n'y a plus de terres sacrées parce que ce n'est que là que les choses poussent et qu'on ne devrait pas y construire. Il y a la possibilité de rendre les terres non fertiles fertiles. Voyez-vous? Oui. Et ça crée un choc dans la perception des valeurs et une reconfiguration de ces valeurs en vue d'un réajustement de l'homme en fonction de ce vers quoi le projette son intelligence.
C'est sur ces mots, professeur Mouchili, que nous allons arrêter cet entretien pour lequel nous vous remercions grandement, en remerciant nos téléspectateurs qui ont bien voulu prendre de leur temps pour qu'on s'interroge ensemble sur l'avenir des valeurs. Merci, professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Chers téléspectateurs, restez connectés au Africa TV. Nous ferons tout pour vous donner le meilleur de ce qu'il y a comme réflexion, comme pensée, comme sagesse pour nous conduire dans notre Afrique qui se cherche et qui se cherche et qui se cherche encore. À très bientôt sur Africa TV.